Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le retour au calme à Abidjan après l'accueil triomphal réservé à Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien qui rentrait pour la première fois après 10 ans d'absence. Une journée marquée néanmoins par des échauffourées entre les partisans et les forces de l'ordre. Nous irons à Abidjan dès le début de ce journal. L'Afrique a besoin de vaccins ici et maintenant pour endiguer la troisième vague. C'est l'appel de l'OMS pour l'Afrique où le nombre de cas de Covid augmente de 22% par semaine. Nous ferons le point de la situation dans cette édition. Et ce soir, nous recevons un musicien congolais aux multiples talents, chanteur, compositeur, arrangeur, à la sensibilité artistique rare qui a séduit des artistes du monde entier. Une immense star mondiale qui nous enchante depuis 40 ans. Lokwa Kanza est notre invité ce soir et il nous présente son tout nouvel album solo qui s'appelle Moko. Le calme est revenu à Abidjan après la journée historique d'hier où Laurent Gbagbo est rentré après 10 ans d'exil. L'ancien président ivoirien, parti prisonnier en 2011, a bénéficié d'un accueil triomphal par une foule en liesse. La journée a été, ceci dit, marquée par des échauffourées entre les partisans de Gbagbo et la police. Pour en parler, on retrouve Hanan Ferjani, notre correspondante à Abidjan. Hanan, quelles sont les réactions suite à la journée d'hier, surtout côté gouvernement qui espérait une arrivée discrète et qu'on a peu entendu jusqu'ici? Absolument. C'est son frère, ils se parlent. On a tout intérêt à ce que ces trois présidents s'entendent. C'est la réaction que l'on a entendue de la part d'Abdourahmane Sissoko, membre du bureau exécutif du parti au pouvoir, le RHDP, qui faisait donc allusion à la relation entre le président Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, tous trois des figures très importantes de la scène politique ivoirienne ces dernières années. C'est finalement l'une des seules réactions que l'on a entendues au lendemain de l'arrivée de Laurent Gbagbo du côté du pouvoir. Le gouvernement qui s'est montré plutôt discret, peut-être pour minimiser l'ampleur de cet événement, ou du moins ne pas donner de caisse de résonance à cet événement, ce retour. Alors, le gouvernement s'était déjà prononcé sur la question du format du retour de Laurent Gbagbo, n'était pas favorable à un accueil triomphal. Hier, le président, du moins le directeur exécutif du parti au pouvoir, Adama Bictogo, l'a réitéré sur les antennes de France 24. Il n'était pas pour un triomphalisme exubérant qui serait, selon lui, inapproprié, notamment vis-à-vis des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011. Alors, pour autant, est-ce que cette stratégie du pouvoir a fonctionné? Lorsque l'on fait le bilan de la journée d'hier, eh bien, avec ces échauffourées qui ont justement eu lieu et surtout les forces de sécurité qui ont tenté à maintes reprises finalement de disperser les partisans pro-Gbagbo dans différents quartiers d'Abidjan et surtout aux abords de l'aéroport et de l'axe VGE qui devait donc permettre au cortège de Laurent Gbagbo de se déplacer et de quitter l'aéroport. On dit bien qu'ils ont essayé en vain car des milliers de partisans finalement ont continué à célébrer ce retour historique, comme vous l'avez dit, Fatimata. Et ce dont on se souviendra finalement, c'est que cette célébration a duré pratiquement toute la nuit et ces scènes de liesse ainsi que cette ambiance électrique s'est prolongée jusqu'au bout de la nuit. Alors, quel est l'agenda de Laurent Gbagbo dans les jours à venir? On sait qu'il devrait aller sur la tombe de sa mère qui est décédée lors de sa détention. Absolument. Alors, ce que l'on a entendu de la part de plusieurs membres de sa garde rapprochée, c'est que l'ancien président est fatigué de son voyage. Il a donc décidé de reporter son voyage à Mama, donc dans son village natal situé près de Gagnoa, où effectivement il est supposé très prochainement se recueillir auprès de la tombe de sa mère, qui, je le rappelle, est décédée alors qu'il était en détention à La Haye. C'est donc sa priorité avant même de se prononcer réellement sur un futur dans la politique ivoirienne. Il a donc décidé de repousser ce voyage, pas ce week-end, probablement en début de semaine prochaine, peut-être lundi ou mardi, d'après nos dernières informations. Autre importante actualité, probablement des prochains jours, c'est ce point finalement sur ces altercations qui ont eu lieu hier entre donc les forces de sécurité et les partisans pro-Gbagbo et surtout l'usage de tirs de gaz lacrymogène. Hier, on a entendu Justin Koné Katinan, donc le porte-parole de Laurent Gbagbo,
Gbagbo dénonçait ces explosions qu'il entendait autour du pavillon présidentiel. Et il s'agit donc maintenant d'élucider un petit peu les choses. Et donc une conférence de presse à ce sujet a été organisée et aura lieu lundi matin. Merci beaucoup Anan pour toutes ces précisions. On en vient au Covid-19 en Afrique où l'Organisation mondiale de la santé redoute une troisième vague de contamination. D'après les chiffres, les cas augmentent de 22% chaque semaine. L'OMS appelle à intensifier les livraisons de vaccins car jusqu'ici, seul 1% de la population africaine est vaccinée. Laurent Berstécher nous en dit plus. Dans cet hôpital à l'est de Nairobi, le personnel médical est débordé. Alors que le Kenya fait face à une augmentation des cas de Covid-19, médecins et infirmiers ont de plus en plus de mal à gérer l'afflux de patients et les pénuries de matériel. Étant donné que nous faisons face à une troisième vague, il nous faut plus d'équipements et de lits. Nous manquons également de médicaments basiques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le continent africain a vu le nombre d'infections augmenter de plus de 20% en une semaine. Une flambée des contaminations qui affecte particulièrement l'Afrique subsaharienne, notamment la RDC, l'Ouganda et la Namibie, qui enregistraient la semaine dernière leur plus haut nombre de cas depuis le début de la pandémie. En Afrique du Sud, où les hospitalisations ont augmenté de 60% en 2 semaines, l'armée a été dépêchée pour venir en aide au personnel médical dans la province de Gauteng. Et à Kampala, en Ouganda, des pénuries d'oxygène accentuent la pression sur un système hospitalier déjà submergé. Selon les journées, certains patients peuvent attendre jusqu'à 4 heures pour recevoir de l'oxygène. Pour endiguer cette troisième vague, l'OMS appelle à intensifier la livraison de vaccins en Afrique. Car même si les campagnes se sont accélérées ces dernières semaines, seul 1% de la population du continent a pour l'instant été entièrement vaccinée. L'Éthiopie organise des élections législatives et régionales ce lundi 21 juin. L'occasion pour nous de vous proposer une série de reportages focus ce vendredi sur l'économie du pays. Le secteur touristique en plein développement a connu un fort ralentissement en raison de la crise sanitaire et de la guerre dans la région séparatiste du Tigré. Reportage de notre correspondante à Addis Abeba, Maria Gertz-Nicoluscu. Desta n'a pas quitté la capitale éthiopienne depuis plus d'1 an. Avant, ce guide touristique sillonnait le pays, mais faute de clients, il a dû se reconvertir en chauffeur VTC. Ses revenus ont été divisés par 2. Maintenant, je ne conduis qu'en ville. Avant, je conduisais jusqu'à 700 km par jour avec les clients. Hors d'Addis Abeba, je voyais plein de choses. C'était très bien, mais maintenant, à cause du Covid et de la guerre au Tigré, nous sommes dans une situation très difficile. Avant la pandémie et ce conflit dans le nord du pays, le secteur du tourisme représentait environ 10% du PIB éthiopien, employant près de 2 millions de personnes selon le gouvernement. Au sein de cette agence touristique spécialisée dans les régions du Nord, plus de 85% des employés se retrouvent désormais sans travail. Connu pour ses nombreux sites historiques, le Tigré était une des principales attractions pour les voyageurs. Au Tigré, vous avez les églises troglodytes vers la ville d'Auzen, plus de 80 églises anciennes, et la ville d'Aksum. Nous étions très occupés dans cette zone. Il y a bien un vol pour Mekele, mais les touristes restent bloqués là-bas. À Addis Abeba, les musées aussi sont longtemps restés vides à cause du coronavirus. En 2019, le musée national recensait jusqu'à 500 visiteurs par jour venus admirer le célèbre squelette de Lucie, vieux de 3,2 millions d'années. Nous avons dû fermer le musée pendant 1 an à cause de la pandémie de Covid. Nous l'avons rouvert il y a 3 mois et le nombre de visiteurs augmente. La semaine dernière, il y avait une centaine de visiteurs étrangers. L'Éthiopie figurait récemment sur la liste annuelle du National Geographic des pays à ne pas manquer. Si dans le Tigré, la situation reste critique, les acteurs touristiques espèrent que les nombreux autres sites sauront faire revenir les touristes. Allez, on passe au reste de l'actualité africaine en bref et en images.
L'ex-commandant rebelle libérien Aliou Kosia a été condamné ce vendredi à 20 ans de prison par un tribunal suisse lors d'un procès historique. Il devient le premier Libérien à être condamné pour crimes de guerre commis pendant le conflit dans son pays. Il a été reconnu coupable de multiples atrocités, meurtres, viols, utilisation d'enfants soldats pendant la première guerre civile au Libéria. En Tunisie, les manifestations contre les violences policières se poursuivent. Elles ont éclaté il y a plus d'une semaine à la suite de la mort suspecte d'un jeune lors de son interpellation dans le quartier de Sidi Yassine à Tunis. Le pays est encore lourdement marqué par l'héritage d'États policiers sous la dictature. Des nouvelles de l'opposante béninoise Rekia Madougou. Elle a pu recevoir la visite d'un de ses avocats en prison où elle est détenue depuis le mois de mars. Et elle partage une cellule pour 40 pensionnaires avec 8 autres co-détenus et n'aurait pas le droit de voir ses proches. Elle est accusée de terrorisme, mais la date de son procès n'a toujours pas été communiquée. Ce samedi 20 juin, c'est la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose, une maladie génétique et héréditaire grave, très présente en Afrique, au Gabon, qui compte l'un des taux les plus élevés de prévalence de la drépanocytose. Vous allez le voir, le quotidien des malades est rythmé par des crises potentiellement mortelles et les difficultés de la prise en charge. Les structures efficaces et les spécialistes manquent. Malgré l'existence d'une sécurité sociale, les soins restent, ceci dit, très coûteux. Reportage d'Erwan Schrex et Ismaël Zé-Obiang. Chaque fois qu'elle en a l'occasion, Claudine profite de moments simples de la vie, comme se promener dans son quartier de Libreville avec sa nièce. Pardonnez à maman. Mais de retour à la maison, la jeune femme doit à nouveau faire face à un quotidien fait de lourds traitements médicamenteux. Claudine est atteinte de drépanocytose depuis petite, une grave maladie génétique et héréditaire endommageant les globules rouges du sang, provoquant d'imprévisibles et violentes crises allant jusqu'à paralyser ses membres et ses articulations. On est là, on se réveille un bon matin, on est en bonne santé et puis vers 13-14 heures, ça nous chope. On commence à avoir mal, petite fraîcheur, la douleur et puis ça s'intensifie au fur et à mesure. Faute de prise en charge rapide, les crises provoquées par la drépanocytose peuvent être mortelles. Dans ce centre de santé qu'il a créé, le docteur Bier s'occupe essentiellement de personnes atteintes par cette maladie. Antidouleur, perfusion, bilan, les défis sont quotidiens pour leur survie lorsque chute leur taux d'hémoglobine. L'anomalie de la drépanocytose est dans le sang et le sang passe partout. Ce sont des malades qui viennent pour le plus souvent pour des problèmes de douleur et d'anémie. Parfois, ils sont atteints d'infections. Mais au Gabon, la prise en charge reste inégale et surtout, les soins remboursés à hauteur de 30% par la sécurité sociale pour les plus pauvres sont très coûteux. On retrouve tous les spécialistes qui se réunissent. D'où le plaidoyer que mène régulièrement cette association pour la construction d'un centre de prise en charge et de recherche dédié à cette maladie dont au moins 25% de la population est porteuse asymptomatique. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'au niveau du gouvernement gabonais, les mesures soient prises afin que les drépanocytaires soient mieux traités, soient mieux suivis. Chaque année, près de 200 enfants succomberaient à la maladie. Selon l'OMS, c'est l'un des problèmes de santé publique majeurs au Gabon. Notre invité ce soir est un artiste congolais dont le nom seul évoque une fibre musicale unique et universelle. Sa voix, sa virtuosité musicale font de lui l'un des artistes africains les plus complets. 40 ans de carrière avec autant de collaborations remarquées que d'albums solo. Il nous revient après 11 ans d'absence pour un nouvel album solo qui s'appelle Moko et qui signifie unité en lingala. Lokwa-Kanza, merci. C'est un honneur de vous recevoir ce soir dans le Journal de l'Afrique. Merci d'être avec nous. C'est moi qui suis très heureux d'être là. Cet album, Moko, vous a pris 8 ans. Oui. Avec une centaine de musiciens pour le concocter. Dites-nous déjà ce qu'il a de si spécial à vos yeux. Je dirais déjà les musiciens qu'il y a, les artistes, dont Manu Dibango, paix à son âme, Richard Bona, Paco Seri, Charles Dipanda, Sidiki Diabaté, plein de monde. Et aussi l'orchestre classique qu'il y a dedans. Mais c'est surtout le côté dansant et groovant de l'album qui est la chose qui est différente par rapport aux autres. Oui, très groovant. D'ailleurs, je propose qu'on écoute un extrait d'un morceau que j'ai bien aimé. Tout va bien, un morceau de circonstance, si on peut dire. On l'écoute et on en parle juste après. D'accord.
Tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Il y a des jours comme ça. Tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Il y a des jours comme ça. Tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Il y a des jours comme ça. Tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Alors on a entendu un rythme qui fait du bien, même si cet album a été commencé et fait avant la pandémie, oui. Il y a quand même un message qui est très à propos, on va dire. Absolument. Je pense que le monde aujourd'hui a besoin de ces baumes au cœur, ces soleils aux gens. La vie est un peu compliquée en ce moment, mais il faut qu'il y ait cette joie aussi dans nos cœurs. Oui, absolument, de la joie. Dites-nous justement, comment est-ce que vous avez traversé cette période si difficile, si compliquée de cette pandémie? Vous dites que vous étiez prisonnier, malgré vous, évidemment. Comme tout le monde, hein, tout le monde a été mis au même rang. Alors dites-nous comment vous l'avez vécu, vous, en tant que musicien. Je l'ai vécu d'une manière très dure. Parce que c'est vrai qu'on aime la solitude, on aime être seul. Mais se retrouver enfermé, moi, j'ai pas pu composer. En général, je compose tous les jours. Mais là, j'ai passé mon temps à faire de la technique, mais l'inspiration n'y était pas, en fait, sincèrement. Ouais, vous avez été comme tétanisé. Hein, tétanisé. Comme beaucoup de gens, malheureusement. Cette période, vous n'êtes pas seul. Non. Restons sur cet album, Moko, donc qui veut dire unité. On a vu quand même qu'il y avait... c'est très hétéroclite en même temps. Il y a des mélanges donc c'est groovy, il y a beaucoup de rythmes différents, aussi bien de la rumba que du mbala, évidemment. Ouais. C'est aussi panafricain. Il y a Oasis Diop qui est sénégalais, Réel Emma, votre, on va dire, compère congolais, mais aussi transgénérationnel, parce que vous faites aussi inviter Charlotte Dipanga, qui est plus jeune. Ouais, il y a Manu Dibango qui a 87 ans. Exactement. Et ma fille qui avait 4 ans à l'époque, qui a enregistré aussi. Ouais. Donc c'est ça que vous avez voulu faire, tout ce mélange. Parlez-nous de comment vous avez voulu faire cet album, justement. Disons que moi, ce que j'aime dans la musique, c'est se retrouver à écouter quelque chose qui n'a pas de temps, qui est intemporel et qui touche tout le monde. Ça paraît un peu naïf, mais c'est une réalité. Quand la musique est bonne, il n'y a pas d'âge, à mon humble avis. Il n'y a pas d'âge, c'est sûr, il n'y a pas d'âge pour écouter. Mais alors, qu'est-ce qui a été pour vous comment ils ont été choisis, tous ces artistes avec lesquels vous avez collaboré sur cet album? Alors, la plupart des gens qui ont été choisis, j'ai pensé dans ma tête, mais il y a eu aussi de moments incroyables, des gens que je n'avais pas prévus, qui sont arrivés. Par exemple, Sidiki Diabaté, à l'époque, c'est son père qui devait jouer. Sauf qu'il avait un contrat qu'il ne pouvait pas. Il me dit, je t'amène mon fils. À l'époque, il n'était pas aussi connu. Ah ouais. Par exemple, il y a eu le flûtiste indien qui s'appelle Navin Kumar, qui est une merveille, qui est un musicien incroyable. Et ce mec, je l'ai rencontré par Facebook. C'est un copain qui faisait une séance et j'écoute la flûte, je dis, mon Dieu, waouh. Déjà là-bas, je suis fan de la musique indienne. Et j'ai appelé le mec, il m'a dit, quand tu veux, où tu veux. On s'est retrouvés à Bombay et le salaud, il m'a fait pleurer. Mais alors, c'est vrai cette histoire que vous êtes allé, vous n'avez pas fait des choses à distance, vous êtes allé pour chacun des artistes? Chaque pays, 12 pays j'ai fait. 12 pays? Ouais, j'ai fait 12 pays. Et c'était important pour vous, ça, justement d'aller les voir, d'être au contact, physiquement, d'enregistrer physiquement? Ces contacts est important. Par exemple, au Nigeria, il y a eu un percussionniste qui jouait. Je pense que si on me l'avait envoyé sans que je le voie, ça n'aurait pas été pareil. Le mec jouait devant toi, cette puissance d'une percussion qui te traverse. C'est quelque chose d'indescriptible, il faut le vivre sur place. Et alors, comment ça va se traduire en concert, ça? Ça, c'est la question qui est complexe et compliquée. Oui. Mais on va y arriver parce qu'aujourd'hui, avec la technique moderne, il y aura des choses qui vont être envoyées par l'ordinateur et des vrais musiciens qui vont le jouer en direct. Oui, mais vous êtes quelqu'un de la scène. Absolument. Vous jouez, évidemment, de la guitare, on le sait, ça. On va le jouer. Vous allez jouer? Mais je disais que certaines choses qui vont manquer, on remplacera. Parce que je ne pourrais pas faire une tournée avec 100 musiciens. Ouais. Tous les producteurs vont me dire, non, mais c'est le quoi, on t'aime beaucoup, mais non, pas avec 100 musiciens. Ça va pas être possible. Ouais. Mais alors, est-ce qu'il y a des dates déjà de prévues où vous travaillez là-dessus? Pas encore, parce que comme l'histoire de la Covid commence un peu à se calmer, mais c'est surtout la promo que je vais essayer de faire au maximum pour que les gens puissent se procurer l'album. Et bien sûr, mon rêve ultime, c'est d'être en concert. D'être en concert, alors on peut imaginer sur le continent africain? Ah oui, ouais. Bien au sûr, Congo, bien sûr. À Dakar, parce que vous savez que les gens vous aiment à Dakar. Ah oui, je serai à Dakar, à Abidjan, à Luanda, partout j'y serai en tout cas.
Ouais, on sera nombreux, j'en suis sûre, à venir vous voir où que vous soyez. Nous irons, hein, vraiment, nous viendrons vous voir. C'est une promesse qu'on vous fait. C'est gentil en tout cas. C'est ainsi. Merci beaucoup, Lokwa Kanza, d'être venu ici nous présenter ce dernier album, Moko, qui veut dire unité en lingala. Merci beaucoup. On a fait cœur avec vous sur cet album. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous refermons cette édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont regardés et en particulier ceux de Bukavu, à Bruxelles, en passant par Dakar, là où tout le monde vous aime. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. J'ai lancé un appel, même la météo m'a répondu. Le soleil brille sur Kinshasa.